Bonsoir, nous sommes le 14 avril 2016. Bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil 78 pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les principaux titres. Après la diffusion d'images de maltraitance dans un abattoir des Pyrénées-Atlantiques, l'État entend renforcer les contrôles. Nous sommes allés rencontrer les responsables du dernier site encore en activité dans les Yvelines, situé à Houdan. 2016 marqué par les 5 ans de la catastrophe de Fukushima et les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Ce samedi, le collectif Sortir du nucléaire organise une nouvelle marche de sensibilisation sur Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler, Olivier Paréja, élu Europe Écologie Les Verts et membre du réseau. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux en handball devraient connaître une relégation nationale 2 à l'issue de la saison. Le point avec l'entraîneur Bruno Philippe, présent lui aussi sur ce plateau tout à l'heure. Manuel Valls en déplacement ce matin dans les Yvelines. Depuis Mantes-la-Jolie, le Premier ministre est venu annoncer les priorités 2016-2017 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. On retiendra la nouvelle hausse du RSA, plus 2% en septembre pour la 4e année consécutive. Le gouvernement entend revaloriser le RSA de 10% en 5 ans d'ici à 2017, en plus de l'inflation. Le 29 mars dernier, l'association de protection animale L214 a dévoilé des cas de maltraitance dans un abattoir bio du Pays Basque avec des images particulièrement choquantes. Suite à ces révélations, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a ordonné à tous les préfets de France de procéder à des inspections dans l'ensemble des abattoirs du pays. Nous avons voulu savoir comment était encadré justement le dernier abattoir porcin d'Île-de-France. Il est situé à Houdan. Camille Lambert. Entre 2500 et 3000 porcs sont abattus chaque semaine dans ces locaux. Situé à Houdan, l'abattoir Guy Aran est le dernier établissement de ce type en Île-de-France. Depuis 2013, les normes européennes du bien-être animal ont été renforcées. Vincent Aran, directeur de l'abattoir yvelinois, s'assure du respect de ces règles. Nous mettons les porcs par deux dans des ascenseurs et ils descendent dans une concentration à 90% de CO2 qui les endort immédiatement. Une fois que donc, les cochons dorment complètement, ils sont saignés. Donc nous, on récupère le sang et après, ça part sur la chaîne d'abattage. Une machine validée par la direction départementale de la protection des populations et par une association de protection animale. Mais les vidéos publiées sur Internet en octobre 2015 par l'association L214 ont incité l'abattoir à prendre de nouvelles mesures. Depuis les premières vidéos, donc, nous avons bien regardé tout ce qui aurait pu ne pas aller. Donc maintenant, notre taux de CO2 était avant affiché sur une petite affiche. Maintenant, c'est une grosse lumière verte ou rouge. Si c'est vert, on peut tuer. Si c'est rouge, on arrête tout. Parce que l'animal risque de ne pas être assez endormi. Selon Vincent Aran, les abattoirs n'ont aucun avantage à maltraiter un animal. Le stress et la souffrance altèrent la qualité de la viande et entraînent donc des pertes financières. L'établissement de 90 salariés fait l'objet d'un contrôle annuel complet, en plus d'un contrôle quotidien de la DDPP. Une équipe de 5 personnes en permanence qui, inspecte régulièrement l'abattoir. 2 axes principaux, la protection animale, vérifier donc si les animaux qui arrivent à l'abattoir, donc des porcs, puisque c'est un abattoir uniquement de porcs, ne sont pas blessés, ne sont pas malades, et bien entendu la sécurité sanitaire des aliments. En cas de non-respect des lois en vigueur, les établissements sont sanctionnés, des peines pouvant aller jusqu'au licenciement du salarié concerné ou la fermeture de l'abattoir. Après la nouvelle publication d'une vidéo de L214 fin mars, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a ordonné aux préfets de procéder à des inspections dans l'ensemble des abattoirs du pays. Elles doivent être réalisées avant la fin du mois d'avril. Et nous suivrons bien évidemment ce dossier et les prochaines visites programmées. C'est bientôt l'été et les étudiants sont en pleine recherche de jobs saisonniers. Certains souhaitent financer tout simplement leurs vacances, d'autres c'est une recherche de première expérience professionnelle. Pour les aider dans cette recherche, plusieurs dispositifs se mettent en place. C'est le cas des bureaux information jeunesse à Trappes, mais aussi du département des Yvelines qui propose des emplois pour aider les seniors isolés. Fanny Bourdillon fait le point. Trouver un job d'été est souvent synonyme de difficultés pour les jeunes du département. Pourtant, de nombreuses entreprises sont en train de recruter. C'est le cas du dispositif Yvelines étudiants seniors du conseil départemental. Chaque été, depuis la canicule de 2003, il recherche 150 jeunes pour aider les seniors les plus isolés. On recherche 150 étudiants pour cet été, pour rendre des visites de convivialité à nos personnes âgées isolées sur tout le département. Donc concrètement, on a lancé une grande campagne de candidature et il faut se rendre dans les coordinations gérontologiques de chaque territoire
Et puis, on pose un CV, on candidate, et puis si on est retenu, on passe une petite journée de formation et ensuite on est envoyé pendant tout l'été sur le terrain. Et si l'aide à la personne ne vous attire pas, d'autres secteurs recrutent. Transport, restauration rapide ou animation, ainsi c'est une quinzaine d'entreprises qui étaient présentes ce mercredi à Trappes. Le bureau Information Jeunesse de la ville organise chaque année à la mi-avril un forum job d'été. On est le premier échelon. J'espère qu'il y a de nombreux jeunes qui vont trouver en fait un emploi, mais c'est aussi pour leur dire voilà, même si vous ne trouvez pas ici, c'est le moment de chercher parce que l'été arrive très très vite et c'est pas au mois de juin qu'on va commencer à réfléchir à son emploi saisonnier, c'est vraiment dès mars, avril. C'est le cas de Tchèque, trappiste de 21 ans. Il étudie l'administration à l'UVSQ et souhaite trouver un job d'été dans son domaine. Donc tu es sur une licence, donc c'est vraiment ton cœur de métier au niveau de la licence. Ça te permet d'avoir, au-delà des aspects théoriques, d'avoir une vraie connaissance pratique, quoi. Moi, c'est là que j'ai commencé à rédiger mes premiers CV, mes premières lettres de motivation, savoir où postuler, etc. Et vraiment, quand j'ai une difficulté, c'est ici que je viens. Et c'est vraiment une chance qu'on ait tout ce monde pour nous aider. Pour d'autres, c'est l'occasion de se faire une première expérience professionnelle ou d'économiser de l'argent pour partir en vacances. Pour juillet, pour pouvoir me payer mes vacances en août. J'étais déjà venue il y a 2 ans et j'avais rien trouvé parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir 18 ans la plupart du temps. Et donc là, vu que j'ai eu 18 ans, oui, je trouve ça super que la mairie de Trappes organise ce genre de forum pour les jeunes. Quand on passe nos concours, généralement, on nous demande si on a déjà d'expérience avec les enfants. Donc là, si j'ai un boulot avec les enfants, ça pourra toujours m'aider. Muni d'un CV et d'une lettre de motivation, c'est le moment ou jamais pour ces jeunes de postuler en ligne ou de répondre aux annonces papier. 2016, marqué par les 5 ans de la catastrophe de Fukushima et par les 30 ans de celle de Tchernobyl, le réseau Sortir du nucléaire poursuit son objectif d'obtenir l'abandon du nucléaire en France et organise notamment chaque année une marche en mémoire des victimes. Plusieurs rendez-vous à travers la France et notamment ce samedi 16 avril à 11h à Saint-Quentin en Yvelines. Les sympathisants du réseau vont déposer une gerbe de fleurs devant les locaux d'Areva à Montigny-le-Bretonneux. Olivier Paréja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de ce collectif, également élu, militant Europe Écologie Les Verts. Il y a aussi à vos côtés des membres d'Attaque, de Greenpeace, du Parti de gauche notamment. Peut-être un mot déjà sur cette opération symbolique qui va se dérouler samedi matin. Comment doit se dérouler l'opération et puis pourquoi cette opération ? Alors pourquoi cette opération, vous l'avez dit, cette année marque les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, les 5 ans de Fukushima. Et c'est une opération que nous renouvelons absolument tous les ans de façon à continuer à montrer qu'il y a une opposition à rester dans le nucléaire tel qu'il est aujourd'hui en France. Donc vous allez déposer ensuite une gerbe devant les locaux d'Areva. Voilà, donc on ensuite voit les images de l'an dernier. Exactement. Donc l'idée, c'est d'avoir un moment d'hommage aux victimes du nucléaire, mais aussi aux travailleurs du nucléaire qui sont aussi des travailleurs qui sont dans des conditions précaires et dont le statut ne permet pas de les défendre devant les problèmes sanitaires qui peuvent être liés à leur travail. Concernant Tchernobyl, Fukushima, vous dites que la catastrophe se poursuit. Il y a eu ces 2 catastrophes, mais les conséquences encore se font ressentir. Alors déjà, tout le monde, je pense, sait aujourd'hui que les conséquences exactes des catastrophes ne sont pas connues, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, il y a des centaines de milliers de victimes et des effets sanitaires sur l'ensemble de l'Europe, clairement pour ce qui concerne Tchernobyl. Et Fukushima, aujourd'hui, c'est encore près de 8% du territoire japonais qui est considéré comme contaminé et sur lesquels on ne peut pas vivre. Donc ces catastrophes, ce n'est pas simplement un accident à un instant T. Tout ce qui concerne le nucléaire, et on reviendra peut-être sur le problème des déchets, c'est des choses qui durent des centaines de milliers d'années. Et donc la contamination n'est pas quelque chose qui s'arrête le lendemain de la catastrophe. Le réseau Sortir du nucléaire existe depuis 1997. L'ambition, c'est de se tourner vers des alternatives en termes d'énergie. Quelles sont ces alternatives possibles ? Aujourd'hui, on commence et des gens qui ne sont pas du tout écologistes. Prenez par exemple la banque Lazare, qui ne peut pas quand même être considérée aux États-Unis comme une officine d'écologistes, reconnaît que l'efficacité des nouvelles énergies, comme le solaire, comme l'éolien, est meilleure que le nucléaire, que le coût du kilowattheure, si on intègre l'intégralité de la filière, c'est-à-dire à la fois l'extraction de l'uranium, on nous parle d'indépendance énergétique, mais l'uranium, il n'y a absolument pas d'uranium en France. La plupart de l'uranium dans le monde est produit dans le Kazakhstan. Donc, entre l'extraction, la production et le recyclage des déchets, le coût est nettement plus important pour de l'électricité produite au nucléaire. Donc, en France, où on est dans une situation où les 3/4 de l'énergie
électriques, pas de notre énergie globale, mais de l'énergie électrique sont produits par le nucléaire, nécessairement, on ne peut pas du jour au lendemain basculer sur une autre solution. C'est évident. Mais par contre, ce qui est important et ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics, c'est de donner l'orientation. La loi de transition énergétique votée en 2014 allait déjà dans le sens d'inciter à réduire la part du nucléaire en France. C'est fermer Fessenheim, par exemple. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aller pour donner le sens, donner des investissements dans tout ce qui peut être énergie renouvelable, et il y en a de nombreuses façons de faire. Dans ça. l'actualité, il y a eu justement un écho à ce que vous nous dites. C'est aujourd'hui les 3/4 de notre électricité, là, on le rappelle, qui proviennent du nucléaire. Il y avait cette promesse de François Hollande de réduire cette part de 50% en 2025. Seulement, sur les réacteurs à fermer, les décisions viennent d'être reportées à 2019 par Ségolène Royal. Comment vous accueillez cette nouvelle ? C'est absolument pas du tout ce vers quoi on voudrait tendre. Hein. Même nos voisins, si on prend le Luxembourg, s'est plaint que la centrale de Cattenom, qui était à côté de chez eux, était un danger pour leur territoire et que si un incident se produisait, le Luxembourg serait rayé de la carte. L'Allemagne proteste contre la même centrale de Fessenheim, qui est une des plus anciennes et qui serait logique de fermer. Aujourd'hui, sur 58 réacteurs nucléaires en France, pratiquement la totalité vont passer les 30 ans. Or, ils étaient conçus pour durer 30 ans. Il va falloir investir des milliards pour arriver à les maintenir plus longtemps. Il est temps que, et en particulier c'est ce qu'on peut attendre du gouvernement, qu'on donne l'impulsion pour se tourner vers autre chose. Vous êtes aussi membre d'Europe Écologie Les Verts et Emmanuelle Cos, l'ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts, est au gouvernement. Et lorsque vous entendez ce genre de mesures, je comprends vous dites qu'Emmanuelle Cos ne fait plus du tout partie d'Europe Écologie et qu'elle n'est pas prête d'y revenir. Je pense que c'était une défection individuelle, on va dire. L'ensemble du mouvement n'était pas pour aller au gouvernement, donc elle a fait un choix personnel qui n'engage pas l'ensemble des militants qui maintiennent qu'il faut sortir du nucléaire et bien d'autres choses, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Et toujours par rapport à l'actualité, il y a la construction de cette EPR de Flamanville dans la Manche, le prototype du réacteur de nouvelle génération qui se déroule en ce moment, EDF et Areva qui annoncent des tests supplémentaires, puisqu'aujourd'hui la cuve du réacteur qui présenterait un défaut. Alors c'est absolument dramatique. Industriellement, c'est complètement dramatique. Areva est en train de perdre des millions et du retard de plusieurs années en Finlande sur l'autre EPR. Sur celui de Flamanville, on est passé d'un coût qui était de 3,5 millions, on est passé à 8, donc les échelles sont complètement modifiées. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'une cuve, mais une cuve qui a été fabriquée il y a, je ne sais plus, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Donc, si on doit la refaire, ça prend un retard phénoménal. Et qu'est-ce qu'on va dire à la fin ? Que finalement, les fissures, les tests de matériaux dans la cuve ne sont pas si graves. Est-ce qu'on va prendre ce risque-là ? Il y a une vraie inquiétude à avoir sur la filière nucléaire en France. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un fiasco économique. Le directeur financier d'EDF a dénoncé les contrats avec l'Angleterre. Il y a vraiment quelque chose où on peut trouver qu'on est plutôt dans l'entêtement idéologique à continuer sur cette énergie-là qu'à l'ouverture et au fait qu'on pourrait peut-être penser à d'autres énergies. Donc il y aura cette marche pour lutter contre le nucléaire, pour sortir du nucléaire et aussi en mémoire des différentes victimes, que ce soit Tchernobyl ou Fukushima. Ce sera samedi 16 avril à partir de 11h. Une dernière question, quelles sont les autres actions qui sont menées par le collectif Sortir du nucléaire au quotidien ? On vous entend chaque année sur cette marche, mais tout au long de l'année. Par exemple, quelque chose qui touche aussi les Yvelines, c'est les trains qui transportent des déchets nucléaires pour aller se faire retraités à La Hague. Ces trains circulent au milieu des voies, au milieu des trains de voyageurs, à des heures. Par exemple, à la gare de Chantier, il arrive que vers 7h le matin, il y ait des trains qui transportent des déchets nucléaires, qui traversent des villes sans que les autorités locales, que ce soit les maires, que ce soit les préfets, ne soient au courant. Donc là aussi, il y a des mobilisations du réseau Sortir du nucléaire, par exemple, pour dénoncer ce fait et le fait que ça ne devrait pas passer à des heures où il y a du monde et sur des voies utilisées aussi par des trains de voyageurs, surtout à des heures de pointe. Merci Olivier Pareja, et donc samedi 16 avril à 11h en direction des locaux d'Areva à Montigny-le-Bretonneux. Merci à vous. Au revoir. Dans le reste de l'actualité, un mot d'éducation. Ils mettent à profit ces leçons de mathématiques ou de physique. Ce sont les élèves du collège de l'Agio à Elancourt qui participent à Robotique. C'est un projet qui a été lancé dans les Yvelines, par les Yvelines. 3 collèges yvelinois vont s'affronter dans un challenge inter-établissement. Ce sera au mois de juin. Problème technique numéro 2, messieurs. Vous avez ici un capteur de lumière. D'accord ? Ce capteur, il n'est pas positionné d'origine sur le robot. Ces élèves de 4e du collège de l'Agio d'Elancourt relèvent chaque semaine les défis robotiques lancés par leurs professeurs. 3 équipes réalisent chacune un robot. Il y a déjà
une partie créativité. Voilà. Parce qu'on leur demande de concevoir quelque chose. Donc c'est sûr qu'ils ne commencent pas de zéro, on part sur une base déjà existante, mais il y a des modifications à faire et il y a des réflexions et des problèmes techniques à résoudre. Donc il y a des compétences qui vont plutôt s'orienter vers le cours de technologie. Mais il y a aussi des compétences d'ordre mathématique, puisqu'il y a de la programmation à faire. Pour Robotique, projet lancé par le département des Yvelines, les collégiens réalisent des robots autour du thème du sport. Chaque équipe est composée d'un reporter, de programmateurs et de constructeurs. On a pris une pièce en forme de T qui a servi à les mettre sur la pince, qui, quand la boule arrive, elle soit agrippée et qu'elle puisse partir avec la pince. Je programme un peu les actions qu'il doit faire, que le robot devra faire. Par exemple, avec sa queue, il peut donner des coups, il peut avancer, reculer. On n'a pas encore testé de le faire tourner, mais on va bientôt le faire. Dans 2 mois, leurs robots devront suivre une ligne, tenir une balle ou donner un coup dans un objet. Les collégiens rencontreront leurs concurrents d'Orgerus et de Ben pour un challenge le 13 juin prochain. Vie locale, le projet des fresques du Valibou qui suit son cours. Hier après-midi avait lieu une réunion à la Maison des Familles La Mosaïque de Plaisir pour présenter les premières réalisations artistiques et les démarches créatives. Rappelons que 8 façades d'immeubles seront décorées. Elles ont été choisies en fonction de leur position stratégique afin que les fresques soient visibles par le plus grand nombre. Cité Création, qui est en charge du projet, s'est inspirée des témoignages, des photos et des demandes envoyées par les habitants. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est la diversité des couleurs, la profusion des couleurs, la profusion aussi des rythmes, des énergies. On a eu beaucoup de mots, on a eu beaucoup d'interviews au-delà des échanges dans le cadre de ces ateliers avec les habitants. On a eu beaucoup de vidéos qui nous ont été transmises. On a eu des contes, on a eu des témoignages, des histoires, plein de photos. Donc on a essayé de s'imbiber de tout ça. Et à un moment, pour faire notre travail d'artiste, de designer, artiste peintre, il faut qu'on s'extrait de tout ça pour se projeter. Prochain rendez-vous en juin lors du festival Escale d'ailleurs. Cité Création présentera les esquisses sous forme de maquettes à tous les habitants de Plaisir. Le début des travaux, ce sera pour la fin de l'année 2016. Nous passons au sport à présent et le jeudi, c'est avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Wilfried. Et avec votre invité, nous allons parler de handball féminin. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de handball féminin. Les joueuses de Montigny-Bretonneux sont dans une spirale négative dans le championnat de National 1. Les Ilmontaines se sont inclinées à domicile contre Pessaquier sur le score de 22-21. Au classement, les joueuses de Bruno Philippe se dirige tout droit vers la descente en National 2 en fin de saison. Pour nous parler de Montigny, nous recevons sur ce plateau le coach Bruno Philippe. Bruno Philippe, êtes-vous inquiet après cette défaite contre Pessaquier ? Tout d'abord, bonsoir. Oui, inquiet, on est toujours un petit peu inquiet, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la blessure de Fanny, Jean-Baptiste, qui a été, je ne vais pas dire sauvagement agressée, mais agressée, donc qui est blessée lourdement, et on va devoir se passer d'elle pendant une dizaine de jours. Alors vous perdez souvent d'1 ou 2 buts dans le championnat. Comment l'expliquez-vous ? Comment ça se fait que l'équipe, souvent qui vient de l'extérieur, vous batte à domicile de 1 ou 2 buts d'écart ? L'inexpérience, je crois que la dernière fois où on s'est vu, je vous avais parlé de la marche qui était un petit peu grande, elle est montée de la Nationale 2 à la Nationale 1. Je pense que le club, l'équipe n'a pas pris conscience un petit peu de l'intérêt de s'entraîner plus, mieux, de participer plus fort aux entraînements. Et aujourd'hui, on a un déficit et ce déficit, on essaie de le combler. Mais la descente, il reste encore 15 points à prendre avant la fin du championnat. On n'y est pas tout à fait encore. Montigny-le-Bretonneux, en handball féminin, ce n'est pas la première année que vous montez en National 1. C'était avec d'autres entraîneurs par le passé. Il y avait également eu une relégation quasiment l'année qui a suivi. La saison avait été très difficile en N1. Pourquoi le club n'arrive pas à prendre conscience justement des différences et de la marche et des investissements peut-être nécessaires aussi ? Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une découverte la National 1 pour le club de Montigny. Absolument, ce n'est pas une découverte, mais au fur et à mesure des années, le niveau, donc les obligations, le niveau d'exigence donc augmente. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut se calquer. C'est peut-être un message qu'il faut passer aux plus jeunes dans le club en termes de formation ou de préformation. Et je crois que c'est au niveau de cette marche-là, au niveau des plus jeunes, qu'il faut intervenir. Il manque peut-être du physique également à l'équipe de Montigny cette saison. Vous parliez de Fanny Jean-Baptiste qui avait été blessée sur le dernier match. Elle a été souvent blessée cette saison. Comment l'expliquez-vous ?
Non, c'est pas un problème physique, c'est un problème d'engagement et de morale. Vous savez, jusqu'à la 40e minute de chaque match, on fait quasi jeu égal avec toutes les équipes, contre lesquelles en tout cas moi j'ai joué jusqu'à présent. Et puis l'équipe s'effondre, donc c'est psychologiquement, les filles ont peur, elles ont peur de mal faire, les ballons arrivent moins bien. C'est une expérience ? Peut-être un petit peu l'inexpérience et le trac, le trac de l'obligation du résultat. Vous êtes la plus mauvaise défense du championnat de National 1 cette saison. Absolument. Est-ce qu'il faudra travailler encore un peu plus Oui, la séance d'hier, par exemple, donc, a été consacrée exclusivement donc, à tout ça. On commence à travailler la vidéo, donc, chose qui n'existait peu ou pas. On commence à travailler la vidéo donc, et je crois que ça commence à porter ses fruits. Il y a un problème peut-être de professionnalisme dans le club ? Alors, professionnalisme, on n'est pas professionnel. Vous parliez de vidéo à l'instant. Vous êtes sévère, Mickaël. Hein, défense, très mauvaise défense, vous n'êtes pas professionnel. Oui, non, mais bon. Soyez gentils avec nos invités. Ils ne reviendront plus après. Je comprends parfaitement le sens de la question. On ne va pas appeler professionnalisme, mais en fait se structurer effectivement et s'adapter aux exigences du niveau. Et le départ de Philippe Létrange, qui a eu lieu au mois de février, a-t-il l'ancien perturbé entraîneur de Montigny-Bretonneux, a-t-il perturbé je pense que c'est un traumatisme. Un changement d'entraîneur, c'est un traumatisme. Hein. On a beau dire le nouveau, il va faire mieux. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Il a fallu absorber donc ce traumatisme et se remettre au travail. Et Montigny peut encore se maintenir cette saison, même si l'équipe est pour l'instant dernière du championnat. Finalement, il n'y a que 1 ou 2 points d'écart avec les équipes devant. Absolument, 2 points d'écart. Donc, mais bien évidemment, mathématiquement, rien n'est fait. Mais on est quand même aussi obligé de penser au scénario catastrophe où on ne se maintiendrait pas. Et on commence déjà à travailler donc, ou sur le maintien ou sur la relégation. On n'est pas en retard, on ne sera pas en retard. Vous êtes déjà sur le recrutement de l'année prochaine ? Absolument, on est déjà sur le recrutement de la saison prochaine donc, où il y aura donc 2 dossiers, le dossier A, le dossier B. Merci. Vous avez déjà sollicité certaines joueuses éventuellement pour la montée, enfin pour le maintien, et puis en cas de relégation d'autres joueuses, c'est ça ? C'est ça, on a commencé comme tous les clubs donc, de National 1 donc, à contacter des joueuses, à prospecter, à contacter des joueuses, à faire marcher les réseaux, mais on a aussi commencé donc, à nos plus jeunes joueuses donc, formées au club et qu'on estime donc, capables de jouer en National 1. On a commencé à leur donner un petit peu de temps de jeu, présence aux entraînements, et on compte aussi sur ces joueuses-là. L'idée, c'est d'avoir une équipe 100% locale ou emmener des équipes de l'extérieur de l'Île-de-France, par exemple ? Aujourd'hui, on va favoriser donc, le local parce qu'on a les joueuses, on a la qualité sur place donc, à Montigny. Mais si on devait faire venir 1 ou 2 joueuses, ce seraient des joueuses qui nous amèneraient un réel plus, en fait. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On continuera à suivre avec attention les résultats de Montigny. Merci à vous. Allez, après le hand, on traverse l'océan et on parle de baseball. On change de continent. Mais on reste à Montigny-Bretonneux, à Wilfried. Les Cougars qui évoluent en 2e division reçoivent ce dimanche l'équipe fédérale de Toulouse à domicile au stade Jean Maréchal. Le match est programmé à l'occasion de la 3e journée du championnat. Les Igny-Montaigne seront favoris. Ils n'avaient pas fait de détails en remportant leurs 2 premiers matchs de la saison 11-0. Et oui, je me suis perdu. Vous êtes perdu alors que vous avez des fiches. Je me suis perdu. Je n'ai pas de prompteur, malheureusement, Wilfried. Mais vous avez des fiches. Oui, j'ai des fiches. 11-0 et 10-5 contre les Signes pour les amateurs de danse. Wilfried, par exemple, amateur de danse. Allez-y. Des animations avec les cheerleaders sont organisées juste avant la rencontre. On sera véritablement amateur de cheerleaders, plus déjà. Voilà. Dans l'ambiance américaine. On sera véritablement dans l'ambiance américaine. Allez, on termine cette chronique par du football. Division excellence. Et un match très important. Wilfried Guyancourt-Saint-Quentin reçoit les Mureaux en match en retard du championnat excellence. Les Guyancourtois comptent sur cette victoire pour s'emparer de la 2e place du classement devant le Chesnay. Attention, cette rencontre a un double enjeu. La 2e place pourrait être synonyme de montée si les Guyancourtois terminent meilleur 2e. Ils ont donc tout intérêt à mettre de l'intensité et à remporter la victoire. Voilà Wilfried, vous connaissez tous les rendez-vous à ne pas manquer ce week-end dans le département. J'espère que vous avez noté 2-3 dates oui, en tout cas, il y aura les résultats dès lundi sur TV Fil à 18h30 avec le 7-8 Sport. Et puis ce soir, puisque nous sommes le jeudi, le talk, si on parlait sport, programme. On parlera notamment de Adila Moumadi qui a perdu contre Callum Smith, donc sa ceinture de champion d'Europe. Voilà, champion d'Europe. Vous suivez, sans fiche. Mais on parlera également du centre de Clairefontaine qui a subi un beau lifting, on peut le dire, Wilfried, à 6 millions d'euros, pas mal. Pour le centre de Clairefontaine, pour les Bleus, pour l'Euro. Et Karim Benzema qui ne pourra pas en profiter. Exactement, Wilfried. Merci, Mickaël. C'est la fin de cette édition du journal. On se retrouve demain, vendredi, aux horaires habituels pour l'essentiel du jour et puis également l'essentiel de la semaine. Les principaux sujets que nous avons développés dans le journal sur notre antenne depuis lundi. Excellente soirée avec le Talk Sport dans un instant.